avec gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Ça faisait longtemps, hein. Vous avez cru qu'on avait arrêté, qu'on allait vous lâcher. Eh ben non, on a encore plein d'amoureux de la scène avec qui partager des moments précieux. Dinguerie Room saison 2, c'est parti. Elle m'a prévenu, dès que je rentre, ça enregistre. Donc pas le gros mot, genre salut les enculés. D'accord ? Là, t'es ami. Je te présente Thomas. Thomas. Je te présente Agathe. Agathe. Voilà, tu peux poser tes affaires C'est sur bien, le canapé c'est super. en velours. C'est très intime, encore une émission France Inter dans les années 80. Ah ouais. Avec Macha, tu te rappelles pas de Macha Macha, une voix incroyable, Voilà, Macha. donc tu peux me dire toutes les heures, il est 1h du matin, je suis avec Amel Chabi. Oui, avec une voix un peu suave, comme ça, douce. Voilà. Donc alors tu m'as prévenu, quand on rentre, tout est enregistré. Tout est enregistré. Là, ça enregistre. Ça fait partie non de C'est la bien. détente. Ouais. Donc le mec qui arrive et qui dit quelque chose de pas sympathique, déjà... Non, paf. parce que je le préviens. Alors, oui. donc, mais il faut pas prévenir. Je préviens dans les Mais pourquoi tu escaliers. préviens ? Pas parce que j'ai peur qu'ils disent un truc pas sympathique. Mais c'est là qu'on va voir si la réelle personnalité. Oui, mais Parce ça. qu'en faisant de la radio, c'est là où justement, ce qui Ouais. est intéressant, c'est que les gens veulent savoir qui tu es vraiment. Oui. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans Dinguerie Room. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un stand-upper, un humoriste, un dramaturge, un auteur, un comédien, un beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de Non, choses. un bico de choses. Un mec qui adore les jeux de mots. Ouais. Smaïn, mesdames Salut. et messieurs, Smaïn. Merci Salut tout d'être le monde. venu. Merci Amel de m'accueillir. Ça me fait Je suis plaisir. remonté spécialement à Paris pour vous. Oh, ça me fait vraiment Voilà, j'étais à plaisir. Rodez entre un tournage de film et un spectacle. Et ben voilà, ça me fait plaisir. Parce qu'on se Merci connaît d'être d'abord, là. puis j'étais venu te voir sur scène. Ouais, J'avais beaucoup apprécié. Donc tu fais partie de la maison. merci. Et tu sais pourquoi j'ai pensé à toi ? Parce que déjà, t'es le premier. Mhm. Le premier, on est d'accord, hein ? T'es Oui. le premier du game, hein ? Oh, c'est un accident. On dit le premier, j'aurais pu être le deuxième. J'arrive à un moment important, un moment où on est dans une conjoncture, on remonte, pour les plus jeunes à expliquer, les années 80, Mhm. l'éveil des minorités, Mitterrand, la gauche au pouvoir, Mhm. la marche des beurs, Mhm. et puis un petit frisé comme ça, qui un beau jour passe une audition à la télé et qui est remarqué par Philippe Bouvard. Et voilà, j'étais le premier à ne pas être dans les faits divers dans les journaux et à faire rire. D'accord, mais est-ce Alors que voilà, c'est au donc le moment premier. au moment où tu commences, tu crois en ça ? Enfin, tu te dis, je vais passer à la télé, je vais avoir un auditoire important ou pas ? Ou tu te dis, je le fais pour rigoler un peu comme ça, mais jamais je percerai. Non, je sais que en passant à la télévision, parce que je suis un enfant de la télé, parce que je savais que la télévision, tu passes le miroir, c'est ce qu'on appelle, ça t'offre ce qu'on appelle le don d'ubiquité, c'est la multiplication de toi-même. Mhm. Et je savais qu'en passant à la télévision, c'était une manière pour moi de me multiplier et de me faire apprécier par le plus grand nombre. Donc pour moi, la télévision, là, c'est très important. Mais dès le départ, évidemment, alors on va remonter dans l'historique, j'avais vraiment envie de faire ce métier. J'étais Et pour pas des un raisons autre. Et pas un autre. Pas un autre. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai, malgré tout, et c'est dans notre métier, on a des moments, on a des peines, on a des déceptions, etc. Eh bien, je dis toujours dans cette parenthèse, je dis toujours, j'ai eu beaucoup de chance, donc je m'interdis de me plaindre. Et qui t'a donné envie de faire ça ? Parce que nous, on a eu des références comme toi, comme Jamel, comme Gad, où on pouvait s'identifier, tu vois. Oui, oui. Et toi, tu t'es identifié à qui ? Qui t'a donné envie de rire, en fait ? Dans ce métier, alors ce qui m'a donné envie de rire, c'est aussi... De faire rire. C'est ma propre histoire, mais ça, si on passe 4 heures, on en parlera. C'est ma propre histoire. En même temps, c'est l'histoire de l'existence, c'est-à-dire ce qui est merveilleux, c'est ce qu'on appelle la passation de pouvoir. C'est toujours l'un qui vous donne l'envie de. Voilà, et ben celui qui m'a donné l'envie de, c'est Jerry Lewis. Ok. Donc à la télé, tu regardes un de ses spectacles ? Non, un jour, je prends mon petit vélo, j'ai 9 ans, mon petit vélo, cours de Vincennes, je vais dans un cinéma, je rentre dans le cinéma, et ma vie est bouleversée
en voyant Jerry Lewis. Pourquoi ? D'abord, le film s'appelait Les Tontons Farceurs. Film, maintenant, quand on revoit, que pas le meilleur de Jerry Lewis, mais que bon... Il y a certains Lem Show qui est très connu, c'est ça ? Non, c'est un Lem Show, c'est pas pareil. C'est Billy Wilder, mais il joue dedans, et en tout cas... Non, Jerry Lewis joue pas dans... Il joue pas dedans ? Ah non, c'est Tony Curtis. Ah, pardon. Ok. Voilà, Jack Lemmon, Johnny Curtis. Jack Lemmon, exactement. Voilà, bon. Alors non, Jerry Lewis, c'est showman qui commence sa carrière avec Dean Martin dans les années 50. Bon, soit. Et donc je vois. Alors il se sépare dans les années 55. Il se sépare de Dean Martin pour se révéler tout seul. Et donc bon, moi je vais voir le film et je sors et ma vie est bouleversée. J'ai vu un adulte faire l'enfant. Et je suis allé voir mon père et papa. Je veux être Jerry Lewis parce que j'ai vu un adulte faire l'enfant et vivement que je sois un enfant. Ok, et à ce moment-là, comment tu te dis, comment je vais faire ? Est-ce que tu vas dans des cafés-théâtres ? T'essayes de trouver la solution ? D'abord, t'oublies que t'as envie de faire ce métier. Tu es. On est. C'est pour ça qu'on parle de... Il y a beaucoup de... Pour parler pour ceux qui m'écoutent, peut-être les jeunes comédiens, les jeunes stand-uppers, ils veulent. Non, mais c'est déjà inscrit en toi. Voilà. Après, ce sont les rencontres. C'est un contexte socioculturel, c'est ta propre histoire, c'est plein d'éléments qui font que moi, je n'ai pas cherché à... Je n'ai pas... Ce sont les événements qui ont fait que j'ai rencontré... Voilà. Je te raconte une petite anecdote qui est même extraordinaire. Parce que il y a quand même de la chance, quand même. Alors, la chance, c'est quoi ? C'est Dieu, je sais pas. Bon. Je suis dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. Je perds ma mère, je perds mon père, donc on va pas s'attrister parce que j'ai eu une enfance très très heureuse, mais bon, j'ai eu un moment l'absence de mes êtres chers. Et j'étais donc dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. Il m'avait inscrit dans une école qui était rue Saint-Jacques, l'école Saint-Jacques. Et je rentre dans la classe en septembre et tout, début septembre, je crois. J'arrivais un peu en retard parce que on m'avait changé d'école, soit. Et je suis assis et à côté de moi, la place est vide. L'élève qui était à côté de moi n'est pas là. Donc, le professeur fait l'appel, un tel, Smaïn Férouz, oui, là, et on cite un nom. Je dirais pas, mais on cite un nom. Et j'entends dans la classe, non, il n'est pas là, il tourne un film. Et là, je me dis, putain, le mec qui va s'asseoir à côté de moi, j'avais 15 ans, c'est un acteur, c'est un comédien, putain. Et j'ai attendu 3 semaines, en m'imaginant, en me demandant qui c'est, en cherchant. Et soudain, j'arrive un lundi matin, et il est assis à côté de moi. Il s'appelait Franck. Voilà. Et je me suis dit, d'abord, c'est instauré une relation. Je n'ai pas dit, ouais, moi aussi, je veux faire du cinéma. Tu sais, non, calmos. J'étais pas con, hein. Calmos, je m'étais installé. Salut, voilà. On est devenus copains. Puis on s'est accrochés, etc. Puis un beau jour, 2 mois après, je lui dis, tu sais, moi, j'aimerais bien faire du théâtre. Ah bon? Mais si je lui avais dit le premier jour, il m'aurait certainement envoyé chier. Mais c'était instauré une relation amicale, etc. Puis un jour, je lui ai dit, tu sais, moi aussi. Ah, mais viens dans mon cours de théâtre. Et voilà, je commence, premier cours de théâtre. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, la chance, le travail, l'envie, le rêve, rêver, et puis chaque chose en son temps. Après, ce sont les rencontres. Alors, les rencontres, c'est très simple. C'est un jour, tu montes sur scène parce que t'es habité par ça, par l'envie. On te remarque, alors on te dit, tiens, faut aller là. Un jour, je passe une audition, je suis pas pris. Je descends la rue et un mec me tape sur l'épaule et me dit, tiens, j'ai vu ce que vous avez fait là, vous n'avez pas été pris, mais c'est pas mal. Vous devriez téléphoner à ce fameux cabaret, etc. Très bien. C'est un magicien qui s'appelle Stéphane, à qui je rends hommage. Il s'appelait Stéphane. Et je vais dans ce cabaret, je me présente. Comment il s'appelait ce cabaret d'ailleurs? C'était quoi Le caveau de la Bolée. Parce que moi, je viens du cabaret, tu sais. Ok. Je viens pas stand-upper. Que veut dire stand-upper? C'est un mot à l'américaine. Mais bon, tu sais, les mecs dans les années 50, quand ils étaient seuls sur scène, on va citer Pierre-Jean Vaillard, Jean Valton, je veux pas faire celui qui sait, mais bon, c'était des mecs qu'on appelait des chansonniers, qui jouaient pas loin d'ici. Ça s'appelait comment, ces endroits? Et c'est le caveau de la République. Ouais, le caveau de la République qui est voilà, c'était des stand-uppers. Ouais. Sauf qu'on dit stand-upper parce qu'on va la faire l'américaine. On dit one-man show. Mais au départ, c'est un seul en scène. Allez, on la fait courte. Le problème, c'est qu'il faut l'américaniser parce que c'est moderne. Mais bon, disons-le. encore mieux, si on veut encore ringardiser, on va dire chansonnier. Chansonnier. Mais chansonnier, t'es tout seul sur scène. C'est beau, chansonnier. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas beau. C'est comme une opérette. On préfère dire comédie musicale qu'opérette. On préfère dire Jane Kelly que Francis Lopez.
Voilà, bon, c'est tout dans l'inconscient collectif, tout ça, tu vois. Donc, bon, puis voilà, donc petit à petit, bon, je cavoulabolais. D'ailleurs, quand je rentre, j'ouvre la porte, le mec, il me regarde, la tête aux pieds, c'est un restaurant cabaret, il me regarde, il me fait, non, monsieur, c'est bon, on a déjà un plongeur. Le mec, il m'a pris pour le plongeur. D'accord? Je dis, non, je viens pour l'audition. Je monte sur scène. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je monte sur scène, et les gens rient. Si les gens n'avaient pas ri, je me serais arrêté et j'aurais été plongeur. Et si les gens rient, c'est que c'est bon. J'avais le ticket d'entrée. Et voilà, et c'est comme ça. Après, et justement, c'est les rencontres. À quel moment tu t'es senti validé? C'est une bonne question. Au début, validé, c'est quand tu passes à la télévision. C'est là où c'est... Oui, validé, c'est quand on parle de toi le lendemain. C'est quand tu rentres chez toi, puis que le crémier, l'épicier, mais dis donc, c'est de vous qu'on a vu hier à la télévision? Oui, c'est moi. Et le don d'ubiquité, la multiplication de ton image qui fait qu'on te reconnaît, c'est génial, c'est merveilleux. Je vais au théâtre, s'il n'y a pas de public, tu peux continuer ta vie, être content, hein, mais si tu as du public, tu es encore plus heureuse. Ou plus heureux, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu passes à la télévision, tu passes une audition, Bouvard dit oui. Alors là, oui, c'est la signature en bas de la page, c'est bon, c'est le contrat, c'est bon. Et le lendemain, tu passes à la télé et tu dis, ma vie a changé. C'est la reconnaissance. C'est mon vrai métier. C'est la reconnaissance. Mais après, est-ce que ça fait peur aussi? Oui, ça fait peur parce que on voudrait que ça dure. Et puis, à des moments, ça s'arrête. Et ça repart. Ça monte, ça descend. Voilà. C'est pour ça que le terme de has-been, le terme de ringard est totalement faux. On dit has-been. On est has-been pour celui qui le veut bien l'être. Mais alors donc, ça veut dire que Johnny a été has-been. Parce que Johnny, à un moment, il a eu une perte de vitesse pendant 5 ans. On le voyait plus. Bon, t'as vu? Est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il laisse? Ce sont des périodes, ça monte, ça descend. Et on a besoin, il faut gérer l'absence qui est important. Ces périodes, il faut se retirer un peu pour se nourrir. Bien sûr, alors après, tu as les mauvaises langues. Il faut apprendre à gérer. Mais dès le départ, je savais que de toute manière, la télévision, c'est une auberge espagnole. On rentre, on sort. Il faut se préparer à ça. Il faut se préparer. Mais moi, comme je suis vraiment un enfant de la télévision, et je voyais les acteurs partir, revenir, etc. Et je me disais, mais ils sont où? Mais on les voit pas à la télé, pourquoi ils sont? Mais putain, parce qu'ils font le tour du monde, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils tournent des films, parce qu'ils sont ailleurs. C'est ça, mais les gens comprennent pas ça aussi. La télévision, c'est la vie parallèle. Quand on te voit pas, ça veut pas dire que tu ne travailles pas, au contraire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la vie parallèle. Oui. C'est-à-dire que la télévision, c'est le repère. Ceci dit, quand tu passes à la télévision, c'est la reconnaissance, t'es là, tu existes. Après, c'est comment tu dures. Et toi, ça fait 40 ans que tu gères ça? Ça fait 40 ans, avec des hauts, des bas, des absences, etc. Mais j'ai toujours travaillé. Et je ne me suis jamais inscrit à Pôle emploi. J'aurais pu. J'ai jamais voulu. Jamais voulu. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, parce qu'il faut le dire, mais pour tout le monde. On peut citer des grands, il y a eu des moments très difficiles aussi. Des moments difficiles, tout est la gestion. Et puis, ça ne regarde personne que moi. Parce que moi, je ne suis pas du style de mec à venir pleurer. Vous savez, vous avez été... Non. Faut l'accepter. Au contraire, c'est là où tu construis ta propre carapace. Et puis si t'arrêtes. T'as plein de gens qui arrêtent et qui sont très très heureux ailleurs. Et ça t'est passé par la tête de dire, je vais arrêter? Ou jamais? Jamais parce que c'est inscrit en toi. Et si tu fais pas de film, t'écris. Et si t'écris pas, tu montes sur scène. Et si tu ne fais pas de scène, t'écris pour les autres. Tu sais, être un artiste, selon moi, ce n'est pas un statut. C'est une urgence. Tu es habité par cette envie, ce désir, et c'est ce qui t'anime toute ton existence. Voilà. Il y en a qui arrêtent, mais ils n'arrêtent pas vraiment parce qu'ils continuent à écrire comme ça. Mais vraiment, quand tu es vraiment habité par cette envie, le fait de communiquer, d'être en urgence, t'es un artiste. Et c'est ce que tu sais, je me suis dit ça parce que la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois qu'on s'est vus... Je suis venu te voir au théâtre. T'es venu me voir au théâtre. Bien sûr. Mais on s'est vus, j'allais tester 10 minutes de blague à Marseille, dans un endroit qui s'appelle le Quai du Rire. Ah oui, t'étais là? Et toi, on s'est croisés. Et moi j'étais dans la cour parce que je stressais à mort et je marchais, je répétais mon texte et je te vois prendre l'air. Comme ça, je te dis, salut Smaïn, tu m'as dit, ça va et tout. Je me suis dit, purée, il est là dans la cour, il répète son texte, il va rôder son spectacle. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit,
Amel, tu feras ce métier pendant longtemps, en te voyant. Et bien, et ça c'est super. Donc, première chose, tu ne t'es pas trompé et tu es la fierté de ta famille. Déjà, c'est important. En même temps, on a besoin d'être, tu sais, la peur, le trac, fait partie du jeu. C'est ça gonfle, et après il y a un relâchement. C'est ce que je dis. Chaque fois que tu es sur scène, c'est un suicide raté. Quand tu es sur scène, tu te déshabilles. Tu sais pas où tu vas. Et c'est merveilleux. Et à la fin du spectacle, quand les gens t'applaudissent, c'est une naissance, une renaissance. C'est comme si le public t'avait accouché. Tu existes. Et l'horreur, c'est que c'est très excitant. Donc tu recommences le lendemain soir. Donc moi j'associe ça un peu à une drogue. Parce que, j'aime pas le mot drogue. Parce que c'est dur, mais en tout cas, on est addict à cette sensation. Je préfère le terme d'addict, parce que drogue, le problème c'est que la drogue c'est mal. Ça te fait halluciner. Ah oui. C'est pas bon. C'est pas une drogue, c'est une envie, c'est un désir, c'est besoin. Et puis attends, il y a un mot qu'il faut partager, c'est le mot partage. Le fait de partager, le fait de réunir, d'entendre. Quand les gens applaudissent, tu sais, tu désarmes. C'est comme le fait de dire bonjour. Quand tu tends la main, quand on dit bonjour, c'est qu'on voit qu'on n'est pas armé. Ça aide à ça, ça sert à ça le bonjour. Eh bien, quand les gens applaudissent à la fin et quand les gens rient, ouvrent la bouche, d'abord c'est de concert, c'est tous ensemble. C'est un son qui vient, qui émane d'eux, mais de toi aussi. C'est ça ce qui est merveilleux. Et puis c'est aussi un mot qui détermine notre métier. C'est l'accord. C'est un accord. C'est une note. Un rire, c'est des notes qui sont différentes, mais c'est une note qui sort. Et là, quand t'entends ça, je me rappelle quand je démarrais au Café de la Gare, mais tu peux pas savoir, mais à la fin du spectacle, alors on va parler de jouissance, une jouissance absolue. C'est-à-dire que, d'abord, les applaudissements à tout rompre, Prums, et puis le travail accompli. Tu dis, putain, dans la salle, il y avait de tout. Surtout moi, d'où je viens, des Juifs, des Arabes, la banlieue, Michel Morgan, Gérard Houry, Mitterrand. Voilà. Putain, Mitterrand est venu te voir. Bien sûr, ils sont là. Bien sûr. Non, genre normal. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est génial. T'es dedans. Les gens viennent te voir, puisque tu deviens un phénomène. Et tu dis, putain, j'existe. Aïe, je prends de la valeur. Après, c'est de la gestion. Ça, c'est le plus compliqué. Donc, c'est un métier qui est merveilleux. Parce que c'est un métier où tu cherches la récompense. Et quand tu as la récompense, aïe, c'est acquis. Mais c'est là où les problèmes commencent. C'est comment continuer. Et comment tu gères ton stress ? Est-ce que tu as des petites choses ? Est-ce que tu fais des exercices de respiration ? Est-ce que tu as besoin de marcher, d'être seul Tu répètes ton texte. Toi, c'est comme ça que tu fais. Tu le répètes ? Je pense que... J'en ai parlé avec Gad, mais je crois qu'il m'a menti. J'étais avec Gad il y a un mois. Là. Je dis, mais tu vois, t'écris tes textes ? Il me dit, moi, j'écris rien. Je ne le crois pas. Je crois qu'il écrit. Parce qu'il me dit, non, moi j'improvise. Non, parce qu'il improvise, lui. Il me dit, j'improvise, je monte sur scène, je prends un truc et j'y vais, etc. Mais après, il le met sur l'ordi, il le met en ordre. Donc il écrit, parce que je me dis quand même, parce qu'il faut écrire. Tout passe par l'écriture. Alors après, tu es habité par ce qu'on appelle la vis comica. Tu es drôle par toi-même. Donc c'est merveilleux. Mais si en plus tu rajoutes des mots que tu écris, que tu testes, alors là, moi tout était écrit. Donc ça te rassurait, le fait de répéter ton texte. Oui, bien sûr, parce que chaque soir, tu as un rendez-vous avec le rire. Tu as une chute, paf, tu sais que les gens vont rire. Alors après, il y a ce qu'on appelle un truc qui est extraordinaire. C'est quand tu t'échappes. Il y a quelque chose qui fait que tu t'échappes. Oui. Et là, c'est quelque chose, tu deviens spectateur de toi-même. T'es au-dessus, comme ça, ouais. Et tu dis le bon mot où les gens rient. Tu dis, tu viens d'improviser, tu es dans l'excellence. Et ce qui est merveilleux, mais pour pouvoir atteindre ça, tu es obligé de maîtriser ce que tu vas dire. Totalement ce que tu fais, Et bien sûr. Donc l'écrire, c'est-à-dire avoir un canevas, etc. Parce que le rire, j'ai l'air de professoral là, mais non, mais c'est génial. Le rire et la manière de rire, c'est scientifique, c'est explicable, c'est très très simple. Tu racontes une histoire drôle, il y a une chute. Je ne vais pas commencer par la chute. Donc c'est le jeu, c'est la manière dont tu construis, etc. Et après, paf, c'est la chute. Alors, tu as plusieurs chutes, il y a la manière d'eux, etc. Mais c'est quand même scientifique. C'est scientifique. Après, tu as ce qu'on appelle, tu es habité par le rire, ce qu'on appelle la vis comica, le mec qui est drôle. Bourvil, il était drôle. T'arrivais pas, bon, il
on riait. Tu vois, t'es habité par le rire, ce qu'on appelle le fou du roi. T'es habité par le rire. Bon. Après, tu as ce qu'on appelle la signature vocale. La signature vocale, c'est-à-dire la voix, celle qu'on reconnaît. Voilà. Coluche, on reconnaissait la voix. Jamel, on reconnaît la voix. C'est très important. C'est une valeur. C'est une valeur importante. Eh bien là, après, tu peux construire. Et si en plus, ce que tu dis est drôle, donc pour pas être drôle, il faut que ça puisse concerner le public, donc être à la fois dans l'actualité, c'est tout un amalgame de petites choses qui font que tu deviens, tu deviens indispensable. Et comment tu écris ? Tu écris avec un stylo sur ton ordinateur ? Est-ce que tu écris avec quelqu'un ? J'écris triste. D'abord un premier jet. Toujours jet. Sur du papier ? Sur papier, oui. Pas sur du PQ. Non mais... Sur du papier. Pas papier, sur l'ordi. J'écris sur l'ordi, bien sûr. Sur l'ordi. J'écris sur l'ordi, etc. Mais je dis... T'as pas de carnet ? Parce qu'il y en a plein qui ont des petits carnets. Si, mon téléphone. Quand j'entends des gens dire une connerie, paf, je note, etc., etc. Bon, voilà. Mais si, je l'ai, j'en ai plein dessus. Tu mets des... Ah bah oui, viens, on va dans les notes, ouais. Ouais, tout ça, tu vois, ça purée c'est... Tout ça, c'est des notes. Les Donc gens, là, tu fais défiler ton téléphone où il y a tes notes. Ouais. Mais t'en as énormément. Ouais, mais les gens, ils disent, parce que t'aimes ton métier. C'est pas, on dit, ah putain, quel travailleur. C'est pas que je suis travailleur, c'est j'aime. T'entends un truc drôle, tu le notes. Tu penses à un truc drôle, tu le notes. Et tu relis. Et ça peut débloquer. Bon, alors au départ, qu'est-ce que tu veux raconter ? Le problème, c'est qu'il y a plein de mecs qui racontent la même chose. Et surtout qui ont la même tête. Et voilà pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup trop de comiques qui se ressemblent. Donc comment être original, comment sortir du lot, Voilà, c'est plein de choses. C'est peut-être aussi des choses que tu ne soupçonnes pas. C'est la voix, c'est ton style, c'est la manière de. Regarde Blanche Gardin que j'aime beaucoup. Blanche Gardin, on l'attendait. On l'attendait, elle est là, elle est super, elle est arrivée parce que elle ne bouge pas, elle est derrière son micro. Moi, je dis que c'est la Piaf du rire. Voilà. Ouais. Elle ne bouge pas, il y a un propos, il y a aussi une symbolique, il y a aussi, elle rencontre son époque, MeToo, il y a plein de choses qui font que on n'est pas comique comme ça, on n'est pas... Moi, j'aurais pu être autre part. Il se trouve que c'est pour ça que tu parles de chance aussi. C'est la chance, mais oui, c'est le contexte, c'est la chance, c'est... c'est les rencontres, c'est l'époque, je te dis, 80, on parlait des beurres. Alors maintenant, on parle plus des beurres. Le beurre, c'est ce que je dis, il a fondu dans la société. Mais à l'époque, on avait besoin d'exister. Voilà. Tes parents, pense à tes parents. Je suis sûr quand tes parents, quand ils me voyaient à la télévision, ils disaient, chauffe, ils s'identifient. Les parents présents. Et, tu vois, ils étaient super contents. Mais oui, pourquoi ? Parce que pour eux, la télévision, c'est quelque chose de lointain. La télévision, c'est le pouvoir. La télévision, c'est inaccessible. Et soudain, c'est une validation. Soudain, on nous voit dans cet écran. Ouais. Ben, si on en voit un, c'est que on existe. Voilà. Mais moi, je l'ai pas calculé. Moi, c'est arrivé. Si Jamel était né 20 ans avant moi, ça aurait été Jamel. Oui, à ce moment-là, tu ne pensais même pas à ça. T'étais pas en mission. Non, j'étais drôle. J'étais drôle. Moi, tu sais que je suis drôle dans la vie. Hein. Quand je me lâche, attention, tu peux les mettre les uns après les autres, j'y vais grave. Mais je sais aussi être sérieux et parler de choses sérieuses, etc. Mais j'ai une nature drôle. Mais au fond de ma nature, il y a aussi, il faut dire, il y a aussi des douleurs, qui ne regardent que moi. Et t'étais un humoriste, enfin t'es un humoriste plutôt solitaire ou t'as des potes humoristes et c'était qui tes potes? Tes potes comiques de l'époque? Mon grand pote, c'est moi-même. C'est-à-dire que je pense que c'est Truffaut qui disait une très belle phrase. Il dit, tu sais, ce métier, c'est une grande famille d'orphelins. On est tous seuls, on se fait la bise, on croit que, mais on est tous seuls, voilà. Bon. Alors après, il y a des gens avec qui on a des affinités. Quand j'étais au Théâtre de Bouvard, par exemple, j'avais des affinités avec Pascal Légitimus, Campan, qui sont des affinités Bourdon et autres, qui sont devenus des inconnus, et que j'ai quittés. Parce qu'on avait des affinités artistiques. T'as quitté cette école-là, enfin, parce que tu le ressentais, t'avais besoin. Mais parce que tu vas, toi aussi, le comprendre, je ne voulais pas être l'arabe de service. Je ne voulais pas servir, je ne voulais pas. Et avec le plus grand respect que j'ai pour eux, parce qu'ils me font beaucoup rire et parce que ça, j'avais compris très très vite que j'étais un faire-valoir. D'ailleurs, on le voit dans le film que j'ai fait avec eux, qui est un film très drôle d'ailleurs,
qui s'appelle Le téléphone sonne toujours 2 fois, que je vous conseille de voir. Eh bien là, déjà, je sens que je suis un peu, mais inconsciemment écarté. Je fais la soubrette, le petit arabe de service, le mec, on sait pas où le mettre. Et si j'avais continué avec les inconnus, d'abord, j'aurais été très, très, très riche, mais en même temps, t'aurais été malheureux. Je t'aurais trahi. Je vous aurais trahi. Parce qu'on m'aurait enfermé dans ce que je ne voulais, dans ce que je veux pas. Tu vois ce que je voulais? Moi, je veux dire, tous mes sketchs, on peut dire ce qu'on veut, mais je tente de donner une résonance. Il y a une résonance. Je me suffisais à moi-même. Et je ne me suis pas trompé, puisque je suis aussi connu que les inconnus. Et quelle a été la plus grande dinguerie que tu as vécue? Alors, c'est une bonne question, ça, parce que je la sors toujours. Parce que la dinguerie, c'est très simple. Une dernière, 200 dates dans l'année. Je suis crevé, tout. C'est la dernière et tout. Et je suis avec mon équipe à l'hôtel, l'équipe technique. Ouais. Et évidemment, il fume un bédo dans la chambre en attendant mon passage. Il fume un bédo. Il fume un pétard, mais un pétard. Et moi, je fume pas, moi. Et là, je commence à fumer. Pourquoi? Comme ça, j'étais content. Comme c'est la dernière. La dernière, je fume un pétard. Avant de monter sur scène. Avant de monter sur scène. Et alors là, ma fille, oh putain, je vois qu'il rigole. Là. Je suis parti en couille. D'abord, le rideau s'ouvre. Je comprenais pas pourquoi le rideau s'ouvrait pas. Donc j'attendais. Sauf que le rideau, il s'ouvre. Mais sauf que je suis de dos. Moi, je vois le rideau de fond de scène et j'attends. Totalement fou. J'attends que le rideau il s'ouvre. Mais il est ouvert. Et j'entends les applaudissements. Je dis putain, il y a qui devant? Et c'était le rideau du fond. Et moi, on voyait mon cul derrière. Bon, et là, je suis parti en couille. Bon, j'ai fait mes sketchs, tu vois, mais bon, j'étais complètement défoncé. Mais est-ce que ça marchait plus que d'habitude ou non, pas pareil? Non. Parce que je pense, t'as les mecs qui boivent, t'as les mecs qui fument, parce qu'il y en a qui peuvent céder. Ah non, moi je peux pas, moi il faut que je la maîtrise. Si ça avait été extraordinaire, tu te serais dit, oh là là. Ah ouais, non, moi il faut que j'ai besoin d'avoir la maîtrise. Maîtrise du texte, maîtrise du jeu, etc. Oui, parce que t'as des rendez-vous, c'est scientifique, si tu commences à pas. Mais bon, il y en a que je peux comprendre. T'as des mecs qui arrivent défoncés, ils sont drôles. Bon, soit, moi je peux pas. Et ta dinguerie, une dinguerie douloureuse sur scène. Oui. Très bonne question aussi. Ah bah oui, alors celle-là, puis elle est douloureuse. Hein. J'arrive... Est-ce que tu l'as déjà raconté ou pas du tout? Non. Voilà, ça j'adore. Très bien, non, je l'ai jamais raconté. Une première, tout Paris. Oh putain. Tu te rappelles de où? Ah bah oui, c'était au Théâtre de Paris, justement. Au Théâtre de Paris, là, le magnifique théâtre. Ouais, plein bourré. Les Derman, tout Paris. Et dans l'après-midi, je décide, je sais pas pourquoi, d'inverser un sketch. Tiens, je vais commencer par ce sketch-là, au lieu, je vais le mettre en premier, au lieu de le mettre ton truc habituel qui roule. Au lieu, voilà. C'est un sketch où j'arrive, c'est la chirurgie esthétique. J'arrive avec un masque. Le mec, il me parle comme ça, il s'est fait refaire le pif et tout. Bon. Le rideau s'ouvre, tout, je rentre sur scène. Et moi qui étais habitué à chaque fois d'avoir des applaudissements, aucun applaudissement. Et là, t'es déstabilisé. Ben non, en même temps. Qu'est-ce que tu fais? J'entends pas les applaudissements. J'entends pas les gens qui te disent on t'aime. Et là, je te fais le bruit. Et moi, je commence le sketch, mais j'entends pas ce que je veux entendre. J'entends pas je t'aime. J'entends pas les applaudissements. Et là, un trou de mémoire. Mais le trou de mémoire, mais pas le trou de mémoire, le gouffre. Et là, j'arrête. On baisse le rideau, le producteur vient. Excusez-nous, mais Smaïn vient d'avoir un malaise. Alors, le malaise, tu parles. J'étais dans ma loge et je chialais comme un gosse. Mais je chialais comme un gosse. J'avais réussi mon suicide. Ouf. Et ça, c'est horrible. Ah, ça, c'est horrible. Alors attends, c'est pas fini. C'est génial. Parce faut qu'on rigole quand même. Donc, tout le monde rentre dans la loge. Ouais, ça va, Smaïn. Ça va, Smaïn. Ouais, ça va, Smaïn. Putain, le prod, tout le monde. Bon, j'étais pas bien. Et il y a une psychologue qui rentre. Bonjour, je suis psychologue. Oui, très bien. Écoutez, ça va pas du tout. Je suis pas bien, vous savez. Je suis fatigué. Très bien. Et elle me dit, vous devriez aller voir un psy. Alors, ça me rassure. Bon, allez, je te la fais court. 2 jours après, je l'appelle. Elle me dit, allez voir un psy, un grand psy. Je dirais pas le nom. Un grand psy parisien
qui est peut-être vous recevoir, etc., etc. Donc, moi, j'arrive, je vais voir le psy. Je rentre, il ouvre la porte. Bonjour, monsieur, asseyez-vous, très bien. Je parle avec lui, patati, patata, vous savez, bon, je suis acteur, problème, vous savez, d'identité, mon métier, patati, oui, très bien. Et à la fin, il me demande 800 balles. Waouh. Ah ouais. Attends, c'est pas fini, parce que c'est drôle. 800 balles. Ah bon, très bien. Bon, je lui donne 800 balles. Très bien. Et je rentre chez moi. Puis 2 semaines après, je suis au bureau et je dis à mon assistante, je dis, j'ai rendez-vous cet après-midi avec le psy, là. Tu peux pas l'appeler pour lui dire que je peux pas? Ouais. Elle l'appelle, donc c'est annulé. Ok. 1 mois après, le psy me rappelle. Il me rappelle. Ouais. Bonjour, alors Smaïn, comment allez-vous? Ça serait bien qu'on puisse se revoir. Ah bah oui. Alors je sens un papa qui tape à la porte. Un papa, comment tu vas? Génial, j'y vais. Il s'appelait Conrad. Je dirais pas son nom. Conrad. Je m'assois, etc., etc. Je parle. Mais pourquoi vous n'êtes pas... Oh, parce que, vous savez, ma vie, ma femme, très bien. Ok. À la fin, je paye 2 fois 800 balles. La fois où je suis pas venu. Et oui, et la fois là. Bon, vous savez, papa, pourquoi il a acheté l'immeuble, le mec? Voilà, et 800 balles. Et d'abord, j'en parle à des potes qui me disent, mais tu sais, un psy, normalement, il y a 2 écoles, il y a le lacanien et le freudien, Monsat. J'y comprends rien. Il me dit, normalement, tu te fais pas payer la première séance. Quand tu vois un psy, la séance, tu ne la payes pas, en général, parce qu'on se choisit. C'est donc il t'a carotte? Qu'est-ce que c'est que ce Il m'a carotté, il m'a gros carotté. Et alors, attends, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Je dis, il m'a quand même carotté 3 fois 800 balles, quand même, papa. J'écris un sketch. Et j'ai écrit le sketch du psy. Et le psy, le sketch, je l'ai appelé « Ça va beaucoup mieux va ». Ça beaucoup mieux va. Et j'ai écrit un sketch et j'ai récupéré ma thune avec les droits d'auteur. Ok. Voilà. C'était une... C'est l'histoire pour rigoler. En tout cas, ça t'a inspiré. Mais dans la vie, ce qui veut dire que, dans la vie, chaque rencontre, chaque expérience de l'artiste que tu es peut susciter un sketch, une drôlerie, quelque chose. Le mot des autres, tout. Voilà, c'est ça. C'est la vie. Ce qu'il faut, c'est vivre. Et ne pas oublier de vivre. Et là, donc, t'es sur scène encore. Est-ce que l'adrénaline elle est différente, là, à 60 ans qu'à 20 ans? 64. Ouais. Qu'à 20 ans? Bien sûr. C'est la même? Bien sûr qu'elle est différente, bien sûr. Je n'ai plus le même attrait, je n'ai plus les mêmes envies, même si j'ai les envies de scène. C'est bien que tu me poses cette question, parce que c'est en plein dans cette actualité. Ouais. C'est-à-dire que mon prochain spectacle, oui, il est drôle, mais beaucoup moins. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas envie qu'on vienne voir le Smaïn le clown, etc., etc. Mais non, j'ai envie de me raconter. J'ai cherché longtemps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais des anciens sketchs? Est-ce que j'écris des nouveaux sketchs? Puis dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi? Smaïn, t'écris tout seul ou t'écris avec quelqu'un? J'écris tout seul. D'abord? D'abord tout seul. Ouais. Et après, je m'adjoins éventuellement des gens qui vont collaborer. Pour partager. Voilà, donc j'ai pas peur de le dire, je peux même les citer. Jean-François Didlot, qui a une très bonne plume. Vincent Azé. Je travaille moins avec eux maintenant. Mais sinon, là, pour l'instant, j'écris tout seul avec le metteur en scène. Pour l'instant. Mais ça a été des très, très bons auteurs avec moi qui donnent qui donnent autre chose, etc. Donc, le prochain spectacle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Des anciens sketchs et tout. Est-ce que je vais revenir à 64 ballets, à faire le con devant des mômes qui sont très, très bons, très efficaces? Et puis, au niveau de la génération, voilà, bon... Et tes ressorts comiques sont les mêmes ou pas? Non, alors justement, j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que... je vais raconter mon histoire. Alors, je vais raconter l'histoire de ce Smaïn, parce que je m'appelle Smaïn Férouz, orphelin de père et de mère, né en Algérie, qui est suspendu comme le pont de Constantine, qui veut savoir d'où il vient. Alors, j'ai fait mon test ADN. Et mon spectacle tourne autour de mon test ADN et des résultats. Donc, en gros, je vais donner les résultats de mes tests ADN à la fin. Okay. Mais avant d'y arriver, je vais raconter mon histoire. Ouais. Mais c'est drôle. C'est drôle, mais en même temps, tu vois, ce que je viens de te dire, c'est émouvant. Bien sûr. C'est à moi de le rendre drôle. Parce qu'il faut surtout pas que les gens pleurent. Moi, j'ai pas envie que les gens pleurent. J'ai envie que les gens... Il y a 2 styles de spectacle. Il y a le style de spectacle où tu viens, je peux citer plein de camarades que j'ai été voir, qui sont très, très drôles. Sur le moment, la salle est explosée de rire, mais on sort, 2 minutes après, on oublie. Ça fait partie du jeu, c'est bien. Moi, j'aime bien les spectacles où on n'oublie pas.
il reste quelque chose. On rentre chez soi, on en débat. On en discute. On éveille aussi au fond de soi une émotion. C'est bien de partager aussi une émotion. C'est bien le silence. Moi, je n'ai pas été habitué au silence, justement, quand je jouais plus jeune. J'allais rapidement, je jouais vite, comme si je voulais rattraper le temps perdu, comme pour moi aussi, j'avais compris aussi que le rire était un rythme. Faut fusiller. Quand je dis fusiller, je m'entends, faut matraquer de vannes, tu vois. Et là maintenant, 64 ans, je me dis mais non, deviens un vrai comédien, deviens un acteur, accepte le silence. Le comique n'aime pas le silence. Un jour, c'est terrifiant. Ouais, un jour, amuse-toi à faire un silence sur scène. Tu vois comment les gens t'écoutent. C'est Adjani qui m'a dit ça un jour. Je suis allé la voir sur scène et je dis mais comment tu fais, putain. Marie Stuart est jouée. Marie Stuart. Ouais. Je dis mais comment tu fais 2 heures sur scène, il y a une mouche. Et elle m'a dit un truc. Elle m'a dit tu sais le silence est un rythme. C'est vrai. Il faut savoir faire du silence. Le problème c'est que le comique n'aime pas le silence. Non. Le comique c'est la mort. Donc, ah bah oui, amuse-toi un jour à faire un silence. Sur scène, j'arrête. J'arrête. J'écoute le silence. Mais c'est génial. T'as vu là ? Je viens de faire un silence. Ouais. Mais les gens l'ont écouté. Oui. Même chez eux, ils l'ont écouté, ce silence. Parce que dans le silence, c'est une rupture. C'est quelque chose. Bon, mais ça, quand t'es jeune, tu le sais pas. Ou alors, faut être au conservatoire d'art dramatique. J'ai pas eu cette chance. Mais après, avec le temps, les rencontres, tu t'aperçois, Isabelle Adjani, tu dis, mais putain, mais pourquoi je joue pas le silence ? Ben, dans mon spectacle, il y aura des silences. Et est-ce qu'il y a un rêve de scène que t'as pas encore réalisé ? J'ai l'impression que t'as tout fait. T'as fait toutes les salles, t'as fait du théâtre, t'as fait du seul en scène, du stand-up. Oui. Non, maintenant, il y a encore des choses à découvrir. Non, là, maintenant, c'est une période où j'aime bien écrire pour les autres. J'aime bien écrire pour les autres. Alors, j'écris des chansons, j'écris une pièce pour m'essayer. Je cherche pas... non, j'écris comme ça, puis un jour, je vais la présenter. Est-ce que tu as des velléités de metteur en scène ? Bien sûr. Ouais. Ah bah oui, ça c'est génial. C'est mettre ton expérience au service des autres. Ah ça, c'est demain. Mais d'ailleurs, je mets en scène un jeune comédien, là. J'ai fait plusieurs mises en scène, les gens ne le savent pas. Donc, t'es proche donc, tu mets en scène un jeune comédien. Je sais que t'es parrain pour des festivals. Oui, ça t'intéresse ? Évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, je te remercie de m'inviter parce que les gens pensent que j'existe pas. Mais si, j'existe, je suis là. J'arrête pas de bosser. J'arrête pas. Là, je tourne. Est-ce que ça me va bien la barbe ? Ouais, ça te va bien. Je tourne un film là. Non, beau gosse. Ah bah ouais, je tourne parce un que film Poivre avec, et sel et tout. Hein. Ah ouais, je tourne un film avec Gad, Michel Boujna. Et on va tourner en Tunisie et en Algérie. Vous allez rigoler. Justement, non. Parce que le film, il est pas drôle. Sérieux ? Ah, ok. Ah ouais, très beau. Parce que le casting, il est assez... Ok, Arcadie. d'accord. Ah ouais, c'est un très beau film. C'est un film d'époque ? Bien sûr. Oui, Garde d'Algérie, 1960. Ok. Sur les rapatriés d'Algérie et tout. Et là, j'ai un très très beau rôle. Donc, on m'a demandé de me faire pousser la stache mou et tout. Donc voilà. Non, bien, frais, je crois que ça va bien. Je vais le garder peut-être après. Ouais. Bon voilà, donc non, je fais des trucs, je tourne, oui. je pars, je reviens. Je sais que tu fais des trucs, je sais que tu tournes, mais je veux dire, ça t'intéresse, la scène humoristique, la nouvelle scène humoristique t'intéresse. Bien sûr. Est-ce que tu vas voir des spectacles, tu vas dans les clubs ou pas ? Mais je suis venu te voir. Oui. T'es venu me voir. Je vais voir les autres, discrètement. Ouais. Mais est-ce que t'irais essayer des blagues dans des comédie clubs ? Est-ce que c'est quelque chose ? Et c'est une bonne question aussi. Ouais. Ben non. Parce Pourquoi ? Parce que les mecs sont dans le punchline. Moi, je ne suis pas dans le punchline. Je ne suis plus dans le punchline. Et puis... Cet exercice de 5 minutes, 10 minutes est trop court. Oui, et puis non. Mais attends, les mômes qui viennent, c'est des mômes qui viennent, ils ont 25 ans, ils vont s'essayer. 18, certains, 20, ouais. Voir un mec de 64 balais arriver sur scène, qu'est-ce que je vais dire ? Mais t'as tout à dire. Non, dans le silence. Parce que moi, je leur ai parlé à ces gens-là, ils attendent de voir quand Gad vient de temps en temps, enfin quand il vient... Mais on n'a pas le même âge. Et quand même moi, pour moi, je suis vieille pour eux. Ils sont super contents, en fait. Le fait que ça se mélange. Oui, mais tout dépend le propos. Et moi, mon propos, on m'a proposé de faire des passages dans les trucs. Je peux pas, parce que moi, j'ai besoin d'installer. Moi, je pars de A et je vais à Z. Entre A et Z,
le public, il évolue, il change, il est dans l'émotion, il est dans le rire, etc. Moi, je vais le chercher. Ça monte. Et après, paf, il y a un relâchement. Arriver et jouer 4 minutes, j'aurais pas le temps. Si, moi, je peux te faire des anciens sketchs, te balancer des punchlines, mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Mais heureux d'aller les voir, et puis il y en a qui sont bons. Hein. Il y en a qui sont bons, et il y en a qui sont pas bons. Oui, bah c'est comme dans tout. Ah oui, il y en a qui sont pas bons. Le problème, c'est que il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que le rire, il y a la banalisation du rire. C'est ce qui me fait peur. Ça veut dire quoi, la banalisation du rire? Il y a trop de rire. Tu rentres dans une boulangerie, t'as faim, tu veux manger un éclair au chocolat. T'en as 28 devant toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a trop de rire, il y a trop d'humoristes. Il y a trop d'humoristes. Mais oui, il y a trop d'humoristes. Il y a trop d'urgence. Il y a trop. Puis le problème, c'est qu'ils se ressemblent tous. J'en ai vu, hein. Tu sais, j'ai été parrain du festival de. Il y en avait des bons, hein. Là, je me suis tapé avec grand plaisir 90 humoristes. Oui, au festival de. D'ailleurs, je profite de dire, si tu veux venir parrainer. C'est à Lyon. Moi, je suis le parrain. C'est à Lyon. C'est à Lyon. Les Lions du Rire. Les Lions du Rire. Ouais. Vachement bien. Ouais. T'as des mots, mais ils sont super, etc. Mais bon, sur 90, il y en a 10 qui sont bons. Et le reste, je peux pas dénigrer. Je peux pas dire non, arrête, il faut pas que tu fasses ce métier. Pas du tout. Non. J'ai dit non. Tu sens qu'ils ont pas la flamme. J'appelle ça le muche-muche. C'est un mot, hein. Muche-muche. Le muche-muche. Le petit truc qui part. Le muche-muche. Première fois que j'ai vu Jamel quand il est venu nous voir, je l'ai fait tourner dans mon film qui s'appelle Les deux papas, la maman. T'avais vu le muche-muche? Ah bah oui, quand il est arrivé, j'ai vu tout de suite que le mec il était habité. Il était habité, il avait l'envie, etc. Alors après, c'est de la gestion. Bon, mais tu sens quand le mec il est différent des autres. Tu sens quand le mec il rentre, il garde. C'est pareil. Et là, t'en as vu des que t'aimais bien? Dernièrement, il y en a que t'aimais bien, qui t'ont fait rire. Oui, qui m'ont fait rire, mais le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, la réussite, c'est pas tout seul. La réussite, c'est aussi rencontrer le producteur, le révélateur. C'est hyper important, parce que t'as des mecs qui traversent ce métier-là, ils passent de scène en scène, et puis ils éclatent. Coluche n'aurait pas été Coluche s'il n'avait pas rencontré Martinez et Lederman. Ouais, c'est celui qui va te révéler, celui qui te révèle. Et d'ailleurs, je sais que t'as des enfants, t'as 3 enfants. Oui. Est-ce que tes enfants ont un impact sur tes sketchs? Est-ce qu'ils vont voir tes spectacles? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu regardes ce qu'eux écoutent ou vont voir? Ouais, mon fils. Ton fils, c'est quoi son humoriste préféré? Moi. C'est qui? Ouais. Non, je déconne. Non, il aime beaucoup Gad. Il aime beaucoup Gad. Ah oui, il aime bien Gad. Il est jeune, ton fils. Il a 21 ans. Ok. Oui, il a 21 ans. Ma fille, alors elle s'en fout. Ma fille, elle a 14 ans. Elle n'a pas un humoriste préféré, même un jeune. Elle regarde les youtubeurs. Youtubeuses. Ouais. Tu vois, il y a un sketch à faire sur les il y a un sketch à faire sur les youtubeurs. Ouais, bon, moi, je l'arrête. Et ma fille plus grande, 27 ans, Kenza, elle veut être comédienne. Et son humoriste préféré, c'est qui, tu sais, ou pas? Non, je sais pas. Et Non. ils viennent voir tes spectacles? Pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. Mais est-ce que tu les invites? Au prochain, j'inviterai, oui, bien sûr. Tu leur dis, venez voir et tout? Surtout que je parle de mon fils, ouais. Très bon. Oui, parce que les enfants de 21, les mecs sur leur console de jeu, il y a des trucs à faire. Hein. Mais donc, Smaïl, t'as déjà joué devant tes enfants? Ils t'ont déjà vu sur scène? Non, je joue pas devant mes enfants, mais par contre, je vanne beaucoup. Je suis un gros déconneur avec eux. Donc t'as une pudeur de jouer quand même devant la famille ou devant... Non, mais parce que la famille, c'est la famille. Je veux pas faire toujours le con devant mes enfants, mais il y a des moments où je me lâche. Puis aussi, ils se lâchent, tu vois. Mais non, je sais aussi être un papa, je sais aussi être sévère et tout, mais je ne suis pas qu'un clown. Ah si, tiens, j'ai fait une photo que... C'est de la radio. Je vais vous la montrer à la radio. Ouais. Je t'autorise à la mettre si tu veux, sur ton... Parce que moi, je suis spécialiste des grimaces. Ok. C'est Jerry Lewis. Parce que je trouve que Jerry Lewis, c'est le champion du monde des grimaces. Et il y a des moments, je suis tout seul chez moi. Et tu te prends en photo en faisant la grimace. Parce que j'aime les grimaces. Celle-là, elle est horrible. Fais voir. T'as vu? Elle est horrible, cette grimace, hein? Ouais.
Regarde, c'est horrible. Ouais, tu vas à fond, quoi. Ah, je vais à donf. À fond dans la grimace. Non, toi, tu peux Quelle pas, t'es dans la liberté. technique, toi. Qu'est-ce Et- que t'es libre dans la grimace, mon Dieu. Et celle-là, je l'adore. Ouais. Parce que celle-là, sans trucage. Oh, celle-ci, elle est super. Elle est belle, hein? S'il te plaît, est-ce qu'on pourra la poster, Bah, avec celle-là? grand plaisir. Elle est Je vous extraordinaire. l'offre. Elle est géniale, sans trucage. Sans trucage. Sans trucage. Mais avec Tiens. l'aide de tes mains, Smaïn. T'as fait ça. Rien du tout. Comme ça. Mais comme ça. T'as pas fait... Ouais, non, regarde. Ah ouais. Putain, les mecs, vache. ils vont nous prendre pour des oufs, les mecs, La vache. chez eux. Je dis, les mecs, on n'a pas d'image. Ah la Tu vois, je vais vache. t'envoyer tout à l'heure. Extraordinaire. Il me fait- J'adore. Bon, tu vois la grimace. Bah, non, alors la grimace, c'est l'enfance. Faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'être soi. Il y a un Et moment, est-ce- de toute manière, tu ne peux rien contre. Il y a un moment, tu te lâches. Et est-ce que tu aimes les surprises? T'aimes bien les surprises? Bah, qui n'aime pas les surprises? Ouais. T'en as Il une y pour en a moi? qui aiment pas. Ouais, j'en ai une pour toi. Vas-y. Ouais. Montre ma. Waouh! Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Tu Oh. peux l'ouvrir. Alors ça, je pense que c'est un petit tableau. On va voir. Mhm. Oh oui. Tu reconnais? Ah bah oui. Ça c'est. Comment tu sais? Bah écoute, c'est bien. on fait des recherches fouiné. quand même, hein, on fouine un petit peu. Je vous dis Voilà. à l'antenne ce que Amel m'a offert. Elle m'a offert un. C'est un tirage. C'est hein, un une tirage. photo. C'est un tirage photo que je vais mettre chez moi. Ça, je peux te dire, ah oui. C'est un tirage photo d'un film des années 60 qui s'appelle West Side Story. Ouais. Et on voit danser devant un des rôles principaux du film qui est Georges Chakiris. Waouh, bravo. Et l'un des deux réalisateurs, Jérôme Robbins. Ouais. Et, Bravo. et, Oh, et- t'es- et le deuxième, T'es fort. Le deuxième, Robert Wise. waouh. Robert Wise, grand metteur en scène qui commence sa carrière de monteur à Hollywood, bien sûr, qui est un grand, qu'on ne cite très peu, qui est un grand réalisateur de cinéma et qui a contribué à ce film. À la beauté de À ce la beauté. film. Hein. Jérôme Robbins, il était Mhm. plus, lui, le chorégraphe. Ok. Et Robert Wise était le technicien. Technique, et à la donc les technique. plans incroyables. Ah, ouais. Ouais. Et alors, pour te dire, c'est un des premiers disques que j'achète quand je suis môme, avec la chanson. Bon, on peut citer aussi la partie musicale de Leonard Bernstein, Mhm. avec une chanson qui s'appelle Maria. Maria. Ouais. Alors là, putain, Ouais. à l'école le lendemain, j'étais amoureux de toutes les gonzesses. Maria. Voilà. Et Merci quand beaucoup. t'étais petit, tu faisais des claquettes? J'ai fait des claquettes, Ouais. oui. J'ai fait un peu de tout. Je faisais des tours de magie. Tu sais que moi, je viens de l'école T'es des- très dans le corps et... Bah oui, regarde, tiens, je te fais un tour de magie. Ouais. Vous avez jamais vu ça? Voilà, Ouais. je vous le fais à vous. Allez, je me lève. Alors, si vous voyez pas, vous avez qu'à venir. hein. Alors, regarde, je vous fais un tour de magie très simple. Ok. C'est très simple, je Ouais. t'apprends. T'as des enfants? Oh, bien sûr. Ah ben, tu lui apprends celui-là. Paf. Il est beau, hein. Waouh, il est beau. Il est con, hein. Il est simple et efficace. Paf. Simple, efficace. Ah, il se dit, ouais, ben, est-ce que t'en as pas un autre? Celui-là, je connais. Et t'as celui-là. Il est très Ok. beau, celui-là. Je te le fais face à toi. Ouais. Regarde. Il est génial, celui-là. Tu fais comme ça. Tu vois? Regarde. Ouais. Tu vois, c'est l'idée. Oui. En gros, les copains, vous qui êtes chez vous, vous vous Ouais. dites, mais c'est qui ce mec, etc. Puisqu'on parle des comiques, et le besoin absolu de l'étonnement. Le besoin, en fin de compte, d'être différent pour pouvoir, en fin de compte, capter une attention. Mm. Et l'attention, et le désir de la captation de l'attention, elle est due. Mais certainement et sûrement, pour nous, notre histoire, à l'oubli. Mm. Moi, je ne fais que réparer. On ne fait que réparer. On dit, putain, la chance, mais comment t'as fait, comment tu fais, etc. C'est au fond de toi. Tu passes ta vie à réparer ta plaie. Mm. Et ce qui est merveilleux, c'est quand tu le réussis. Et tu l'as réparé, la tienne? Non. Pas encore, hein. Mais non, je l'ai pas réparé, évidemment, mais je pense Mais que Ça c'est va la vie. mieux. Oui, ça va mieux parce que j'ai donné un sens à mon existence, et Mm. parce que je suis devenu quelqu'un, et parce que tu m'invites, et parce que quand je marche dans la rue, les gens me reconnaissent. Donc je sens... Et tu sens, dans la rue, tu sens quoi? Tu sens... je sens une famille. Tu sens de la bienveillance? Bien et sûr. et les gens, Oui, comment oui, ils te oui. disent, ah, Smaïn, on peut faire une photo? Bien sûr que je ils ne refuse s'arrêtent jamais, pas. je ne refuse jamais les Mhm. photos. Je refuse. Non, mais puis c'est dû certainement à ce passé. C'est-à-dire que, en fin de compte, l'orphelin que je suis, et c'est pas un gros mot, j'ai réussi
inconsciemment, à ma manière, avec les outils qu'on m'a offerts, ceux que je me suis inventés, eh bien, à créer une famille. Le fait d'être dans la rue, que les gens te reconnaissent, tu sens que tu existes. C'est ça. En fin de compte, on cherche ça. Voilà, ça m'appelle le palliatif. Et une dinguerie du futur. Ma dinguerie du futur. Ah, j'aimerais. Qu'est-ce que t'as j'aimerais bien faire la mise en scène d'un opéra. D'un opéra. Ah ouais. Parce qu'il y a de la musique. Opéra, un opéra comédie musicale, opéra. Ouais. Il nous manque ça. Hein. Ah, j'aimerais bien un truc comique. On devrait faire un truc comique, opéra. Et oui, il y a tout à inventer, mais le problème c'est que... Les budgets. Oui, c'est donc le producteur. Tu peux pas... Tu sais, c'est ce qu'on dit, il y a la tête et les jambes. Hein. Et puis surtout, le contexte aujourd'hui est un contexte un peu difficile. C'est un peu foufou. Hein. Non, mais ça fait partie de mes rêves. Et faire de la mise en scène. Et réaliser un film, la mise en scène de film. J'ai réalisé déjà un film, on l'a réalisé à deux. À deux, ah oui. Oui, j'ai réalisé Les Deux Papas, la Maman. Oui, avec Jean-Marc Longueval. Ouais. C'était comment comme expérience? Il avait plus la partie technique et moi j'avais plus la partie mise en scène. Ça t'a plu? Ça m'a plu, mais c'est dur. Hein. Parce que un film, quand tu le portes tout seul sur tes épaules, pour avoir tourné avec des réalisateurs, c'est une famille. Il y a de tout, hein, il faut tenir. Hein. Il faut parfois être exigeant, presque parfois être impoli ou être sectaire et tout, parce que le temps presse. Et moi, je suis trop dans les sentiments. Quoique, ça dépend. J'ai fait un film avec un metteur en scène qui s'appelle Raoul Ruiz, où j'ai eu la chance de tourner avec Marcello Mastroianni, et ça s'est fait dans des conditions, le rêve absolu, dans un calme olympien. Donc ça... Oui, ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont... Parce que le temps compte, parce qu'on est pressé, parce qu'on a des exigences, et ça, j'aime pas. J'aime pas la confrontation. Et est-ce que tu penses que tu feras de la scène toute ta vie? Non. Non. Un jour, j'arrêterai. Un jour, t'arrêteras. Mais bien sûr. Comment tu sais que tu vas arrêter? Mais parce que c'est bien un jour de quitter le navire et puis monter sur un autre navire. La scène, oui, ça me plaît. Non, mais ce qui me plaît, c'est mettre en scène les autres, c'est apporter avec le temps qui passe mon expérience et révéler le talent des autres. Mais je pense, puis aussi, faut-il encore trouver un rôle aussi à sa mesure, puis être drôle. Je pense qu'on est plus drôle au théâtre, dans une pièce de théâtre, quand on a mon âge, plutôt que de faire du one-man show. C'est pour ça que le prochain spectacle, il est drôle, oui, les gens vont rire, bien sûr, je pense, mais s'il y a aussi, et c'est pour ça que je fais toujours ce sondage, aussi l'émotion. Faut pas avoir peur d'aller dans l'émotion. Ouais. Ah oui. Et tu peux faire des spectacles d'humour, des seuls en scène ou stand-up, appelons ça comme on veut. Mais là, c'est parti, là mais j'en ai jusqu'à, pour t'en as déjà pour 3 ans. J'en ai pour 3 ans. Mais parallèlement à ça, je me prépare à passer à autre chose. Ouh, donc faut qu'on en profite, faut qu'on aille vraiment te voir là. Oui, bien sûr. Oui. Mais tu dis ça, mais non. Peut-être. Non, je te dis ça, c'est spontané. Non. Ah non, je t'assure, j'y ai pensé. Monter sur scène, putain. C'est douloureux. Non. Quoi, c'est dur de... Non, mais non, c'est parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, et puis moi j'ai envie aussi, j'ai un désir d'apporter mon expérience. Mais il y a de la place pour tout le monde, je pense. Et un public pour tout le monde. Attention à ce que tu dis. Ah ouais? La place pour tout le monde, non, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tout le monde peut travailler, bien sûr. Oui, tout le monde peut travailler. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Sinon, on serait tous des vedettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... Ça veut dire que le système fait... faut être une vedette? Le système est construit qui fait que beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est-à-dire que c'est le meilleur qui gagne. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de meilleurs. Mais il en faut un. Dans les années 86, 80, le rire, c'était 3-4 humoristes. Il y avait Coluche, Fernand Reynaud avant, il y avait Le Luron, il y avait Bedos, etc. Bon, mais combien? Mais là, aujourd'hui... Tu aimes être le meilleur quand même? Non, il faut faire tout pour être le meilleur. Il faut faire tout, mais jouer dans une petite salle... Ah, ça, c'est mon rêve absolu. Et continuer à dire ce que tu as à dire. Ah bah oui. Pour moi, c'est ça réussir. J'ai joué à Bercy, 17 000 personnes. Je préfère jouer sincèrement dans une salle de 200. Pourquoi? Parce que tu as la proximité. T'es avec les gens. Il y a le souffle qui vient.
Bon, tu gagnes de la thune quand tu es devant 17 000 personnes. Parle-en à Gad, quand il a 6 000 personnes. C'est génial, t'entends un sursaut de rire, etc. Mais derrière, il fait toujours de cigales. Derrière les gros dômes, il a besoin de sentir. Mais t'as besoin de sentir. On est là, on est dans la chair. C'est génial. Alors, donc, je vais jouer dans une petite salle. Donc, normalement, c'est la salle qui s'appelle le Passy, à partir de du 30 mars 2023. Et entre-temps, je rôde. Alors, rôder, c'est jouer, tester, balancer les vannes, te tromper, voilà. Et puis après, t'as ton spectacle. Et quand tu te trompes, comment tu gères quand on bide ? Quand il y a un bide. Quand il y a un bide, ça va, tu le gères bien. Tu le sais tout de suite quand il y a un bide. Quand il y a un bide, c'est ce qu'on appelle un effet. Tu balances ton effet et il se passe rien. Et il se passe rien. Le lendemain, tu retravailles sur ton texte, ou tu le retires, ou tu le voilà quoi. Et tu peux même inverser des mots. Au Café de la Gare, j'arrive au Café de la Gare, 1988. Je joue, la salle, il y a du monde. Ça se passe bien. Je décide une fois de plus d'inverser. Je décide de commencer par un sketch. Je prends un bide, je me rappellerai toujours. Les gens ont pari. Le sketch, les gens ont pari. Ils te regardent, ils disent. Je suis rentré chez moi, j'étais tellement énervé, je me suis ouvert là, tu vois ça. T'as tapé dans le mur. J'ai tapé dans le mur. Je me suis ouvert. Je me suis fait mal. Mais t'étais les gens avaient pari. Tu vois, les gens avaient pari. Et t'étais en colère contre toi. J'étais en colère contre moi, mais j'avais raté mon effet. Et le lendemain, j'arrive. Et le lendemain, j'arrive. Ah ouais, le lendemain, j'arrive. Purée. Et mon pote, le mec, le régisseur, il me dit, c'est comment le mec, il est régisseur? Il me dit, mais inverse ton sketch. Le dernier, mets-le en premier et mets le premier en dernier. Je l'ai fait. J'ai fait un malheur. J'ai cartonné, je te jure, je te mens pas. J'ai cartonné. Pourquoi? Je sais pas. Et l'ordre, c'est important. Ouais. Donc, l'ordre du sketch, l'ordre de la vanne. La vanne. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle, quand tu rentres sur scène et quand tu joues, il y a ce qu'on appelle la promesse. Je paye, j'ai 20 balles, j'arrive, ça va être drôle ou ça va pas être drôle? Faut que ta première vanne, dans les premières minutes, soit drôle. Ça veut dire que c'est la promesse. Je me suis pas trompé. Je suis drôle. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez rire. Je suis drôle. Et il y a un truc qui est extraordinaire aussi, c'est quand t'es drôle et que tu deviens drôle, et qu'on sait que t'es drôle, parce que ça se sait, quand tu montes sur scène, même ton silence devient drôle. Même, tu peux dire n'importe quoi, les gens vont rire. C'est mon sketch, par exemple, j'ai fait un sketch qui s'appelait T'en veux. Je me rappelle très bien. Bon, je rentre sur scène, sincèrement, 1 minute 30 de rire. Parce que les gens étaient conditionnés. Ils savaient qui j'étais, ils savaient qu'ils allaient rire. Là, ça, c'est le pompon dans le métier. Ça, c'est le plus beau cadeau. Comme Gad, certainement, aujourd'hui. On va voir, on sait qu'il est drôle. Il rentre, les applaudit. Première vanne, les gens rient. Même si c'est une petite vanne. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Mais généralement, ce truc-là, ça dure... ça va pas au-delà de 5 minutes. Après, il faut vraiment avoir du bon matériel, quand même. Ah oui. Oui, après, mais ça c'est le rodage qui va t'apprendre. Ouais. C'est en rodant, c'est en intervertir les gags, les mots, le propos. Voilà, moi, un mec que j'aime bien, il faut citer les comiques que j'aime bien. Bon, évidemment, j'adore Boudère. Boudère, il est drôle dans la vie et sur scène. Humainement, c'est un mec que j'aime beaucoup. J'ai tourné un film avec lui. Vraiment, puis on se connaît depuis longtemps, Boudère. Il a toujours été discret, toujours été correct et drôle. Il est très drôle. Il est drôle. Donc, lui, il est habité, tu vois. Lui, il a la vis comica, il a ce qu'on appelle il a ce qu'on appelle vocalement une voix. Bon, allez, c'est fait. Un mec que j'aime beaucoup, j'aime bien en parler parce que lui, il est drôle, c'est Alban Ivanov. Oh, très, très drôle. Très drôle, Alban Ivanov. Très, très drôle. Mais il est drôle, je le dis pas parce que on se connaît. Il est drôle parce qu'il est drôle. Il est drôle parce qu'il a un sens du rythme, il a un sens de la vanne. Il a une signature vocale et il a aussi ce que peu de gens ont. Il est dans le slapstick. C'est quoi? Le visuel. Ah. Quand il fait des grimaces, quand il joue. Ça, alors là, ça c'est. Il n'y a pas mieux que pour un spectateur d'apprécier quand tu joues des personnages. C'est quand tu joues des personnages, les gens bien, parce que tu te dédoubles, et puis tu démontres que tu es capable de faire autre chose. Mais il y a plein de styles, regarde, je sais pas, Bedos faisait rire, mais lui, il était plus dans le politique. Dans la politique, il y en a de moins en moins, d'ailleurs.
Non, Proust. comme ça. Proust oui, Gaspard Proust, effectivement. Il y en a, il y a de tout. Il y a de tout. Mais moi, si je parle des comiques d'hier, il y a un mec alors que je conseille d'écouter, qui n'est pas spécialement aujourd'hui dans les vannes qui sont les plus drôles, mais qui est dans ce qu'on appelle dans la rythmique, c'est Robert Lamoureux. Oh, Robert Lamoureux. Il faut écouter, si vous m'entendez, écoutez Robert Lamoureux, Maman, Papa, la Bonne et moi, où il y a une rythmique dans le jeu, etc., etc. Et en plus, il a ce qu'on appelle une signature vocale. Alors maintenant, les vannes, c'est les vannes des années 50, c'est moins drôle, mais le mec, il est dedans. Le tempo. Voilà. Il y a Coluche. Coluche aussi a énormément apporté. Il y en a plein. Tu sais qui m'a apporté ? Des mecs qui m'ont apporté énormément, mais qu'on ne connaît pas. Les Barrios, ça te dit quelque chose ? Non, je ne connais pas. Les Barrios ? Les Barrios, c'est des clowns. C'était 3. Mais c'est comme les Chiche Capon, un peu, genre ce style-là. Trois clowns, mais un sens du rythme, un sens de... Voilà, c'est les Barrios. Je regardais ça à la télévision. Donc il y en a plein. Il y a Salvador, il y en a plein qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Et que j'ai regardé et observé. Parce que quand tu veux vraiment faire ce métier-là, inconsciemment, comment s'appelle il y a une substance, tu prends la substance de l'autre. Puis après, quand j'étais môme, moi je faisais Jerry Lewis avec mes potes. J'avais 12 ans, 13 ans, j'imitais Jerry Lewis. J'imitais Jerry Lewis. Est-ce que tu as déjà joué à l'étranger, aux États-Unis par exemple ? Est-ce que tu as déjà, non, jamais. Pour rigoler, fait un sketch de 5 minutes en anglais Non, j'ai fait un mime aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait un mime dans les années 80, dans une université. Je me suis présenté en disant que j'étais jeune comédien, etc., etc. Et j'ai fait le mime. En plus, je ne parlais pas anglais. J'ai fait le mime du train. Un mime. Oui. Et ça fonctionnait. C'est la seule fois où j'ai joué aux États-Unis, donc je peux me la péter. Voilà. Ça, sinon, j'ai joué un peu dans les pays du Maghreb. J'ai joué aussi un peu, un peu partout, les francophones, les pays francophones. Mais non, mais j'aurais bien voulu jouer aux États-Unis, en tout cas pour la communauté française. Mais bon, ça s'est pas fait. Ok. Bon. Tu vois, là, il y a un beau silence. Non, mais c'est génial. Je pourrais t'écouter des heures. Des heures. Bon, tu sais, je suis pas... Oui, je fais des conneries aussi. Hein. Ah ouais ? Il y a des... j'ai fait des erreurs aussi. Faut pas croire qu'on entend que le professoral. J'ai fait aussi des mauvais choix. J'ai un gros défaut, c'est que j'aime tout. Et parfois, j'ai un peu trop... je me disperse un peu trop. Mais parce que j'aime mon métier. J'aime faire de la mise en scène, j'aime jouer, j'aime chanter. J'adore chanter. Chanter, j'adore. Mais j'aime le musical, en fin de compte. Mais t'es vraiment un artiste. Qu'est-ce qu'un artiste ? Un artiste, celui qui joue de l'art. Oui, j'aime l'art. Oui, j'aime l'art. Mais tu sais, quand je passe au cabaret, à la Bollé, je monte sur scène et dans la salle, je me rappellerai toujours, c'était en 1980, en février 80, la dame me dit, vous allez passer l'audition, montez sur scène et faites-nous un sketch. Donc j'ai fait un sketch. Et dans la salle, il y avait des comédiens qui étaient passés avant moi. Il y avait notamment Serge Liado, tu connais pas, peut-être un chansonnier. Il y avait Cocaïne Delaunay, des mecs de l'époque qui étaient des vedettes au cabaret. Et il y avait un mec qui s'appelait François Corbier. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, ouais. François Corbier qui faisait partie du Club Dorothée. Oui. C'est le grand Corbier, parce qu'on l'appelait Corbier. Ouais. Moi, je dois beaucoup à François. C'est François qui m'a fait rentrer au cabaret. Parce que je suis passé, j'ai joué, et les gens riaient. Et avec donc Serge Liado, avec François Corbier et les autres, ils ont été voir la taulière, René. Et quand je dis taulière, c'est pas du tout péjoratif. La taulière, la patronne. Oui, la patronne. En disant, prends-le, il est bon. Donc j'ai commencé grâce à lui. Et un jour, je suis allé voir François et j'ai posé la question. J'ai dit, François, c'est quoi le talent ? Qu'est-ce que le talent ? Mais c'est quoi le talent ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et il m'a dit la plus belle phrase que je vous offre. Le talent, c'est convaincre les autres de te convaincre. Wow. C'est que ça. Tu ne peux pas dire, arrivé, j'ai du talent. Le mec qui dit j'ai du talent, il est mort. Tu sais pas. C'est un saut dans le vide. C'est un suicide raté. T'y vas. Tu donnes, on te répond. T'aimes une femme, tu penches tes lèvres, elle recule, c'est raté. Elle se penche vers toi pour t'embrasser. C'est que c'est bon. C'est de l'amour. Wow. Magnifique. Merci, Smaïn. C'est fini ? Ouais, c'est fini. Putain, bon à toi maintenant. Merci d'être venu. Voilà, je vous embrasse tous et puis bonne continuation. Et comment je pourrais dire Tu connais pas l'histoire de l'arabe qui prend le métro ? Non. C'est un arabe, il prend le métro. Le contrôleur, il va le voir, il fait ticket. Et l'arabe répond, et toi, tiki ? Voilà, je vous l'offre. Merci de nous... Je vous embrasse. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Smaïn. Bisous.
Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.